Bienvenue à tous dans le Deep Dive. On plonge aujourd'hui dans un univers assez fascinant, la réalité virtuelle en kinésithérapie. Ah oui, Mais c'est passionnant. On a pas mal de sources, des articles, des sites web et même une vidéo YouTube. Alors on va essayer de décrypter tout ça ensemble. génial. Ouais. Alors pour commencer, imaginez, vous êtes kiné et au lieu des exercices habituels, vous proposez à vos patients de plonger dans des mondes virtuels pour se soigner. Hmm. Comment est-ce que ça se passe concrètement, Force? Eh bien, en fait, le kinésithérapeute, il va commencer par choisir les exercices de VR qui sont adaptés aux besoins du patient. Donc, il va tout paramétrer, la durée, la difficulté, l'amplitude des mouvements. D'accord. Tout est personnalisable. Ensuite, le patient enfile un casque de réalité virtuelle et hop, il y est transporté dans un environnement virtuel stimulant, conçu spécialement pour lui. C'est fascinant. Donc en fait, le patient, il fait ses exercices dans un jeu vidéo, en quelque sorte biais. Oui, oui. L'idée, Ah ouais. mais avec un objectif thérapeutique bien précis. Et l'aspect ludique, il est très important parce qu'il permet au patient de s'engager davantage dans sa rééducation. Oui, vous savez, la kinésithérapie traditionnelle, ça peut être répétitif, parfois décourageant. Oh, c'est clair. Avec la VA, on stimule le patient, on le motive et on obtient de meilleurs résultats. Ah ouais, c'est logique. Ça donne envie de s'investir davantage. Oui. Mais j'imagine que les bénéfices, ils vont bien au-delà du simple amusement, non? Ah oui, absolument. OK. La VR, ce n'est pas juste une distraction, c'est vraiment un outil thérapeutique puissant. D'accord. Par exemple, elle permet de lutter contre la kinésiophobie. La kinésiophobie. Oui, cette peur du mouvement qu'on retrouve chez certains patients. Ah oui, la kinésiophobie. Hein. C'est un concept que beaucoup de nos auditeurs ne connaissent peut-être pas. Vous pouvez nous en dire plus? Oui, bien sûr. La kinésiophobie, c'est une peur irrationnelle du mouvement. Certains patients, suite à une blessure ou une opération, ils développent une appréhension à l'idée de bouger. Ah oui? Ils ont peur de se faire mal, et cette peur, elle peut les empêcher de progresser dans leur rééducation. Je comprends mieux. Et comment la VR peut aider ces patients à surmonter leur peur? Alors la VR, elle permet de créer un environnement sécurisé et progressif. D'accord. On peut commencer par des exercices simples dans un environnement rassurant, et puis augmenter progressivement la difficulté et la complexité. Le patient, il se sent en confiance parce qu'il sait qu'il ne risque rien dans le monde virtuel. En fait, la VR, elle agit un peu comme un coach virtuel qui guide le patient à son rythme. C'est ingénieux. Et j'imagine que cette adaptabilité de la VR, c'est un atout majeur pour traiter des patients profils très différents. Tout à fait. Que le patient soit jeune ou âgé, sportif ou sédentaire, qu'il souffre de troubles neurologiques, orthopédiques ou juste de limitation de mobilité, la VR s'adapte à ses capacités. D'accord. Et à ses besoins. Et le plus beau, c'est qu'on peut suivre ses progrès de manière très précise grâce aux données qui sont collectées par le système VR. On parle beaucoup des avantages pour le patient, mais qu'en est-il des kinésithérapeutes? Est-ce que la VR leur simplifie la vie? Ah oui, la VR, c'est vraiment un outil précieux pour les kinés. Hmm. Elle leur permet de proposer des exercices plus stimulants, plus engageants, d'adapter les traitements en temps réel et puis de suivre les progrès de leurs patients avec une précision inégalée. D'accord. On voit que la VR révolutionne la kinésithérapie sur plusieurs fronts. Oui. Mais du coup, est-ce qu'on peut dire qu'elle est efficace pour tout le monde? Y a-t-il des patients qui bénéficiaient plus que d'autres de cette technologie? Alors, il y a certaines pathologies pour lesquelles la VR montre des résultats particulièrement prometteurs. D'accord. Par exemple, pour les personnes atteintes de la maladie de Parkinson. Oui. Des études ont montré une amélioration significative de la motricité, de la coordination et même une réduction de l'anxiété grâce à la VR. C'est incroyable. Ok. Et pour les personnes ayant subi un AVC, qu'est-ce que ça donne? Là aussi, on constate des progrès remarquables. Des études ont révélé que les patients victimes d'AVC qui suivent une rééducation en VR, ils récupèrent plus vite que ceux qui suivent une rééducation classique. Ah ouais. On parle même d'une réduction de 30% du temps nécessaire pour réaliser certains tests de mobilité. C'est vraiment impressionnant. Du coup, on peut imaginer que la VR est aussi bénéfique pour d'autres pathologies neurologiques, comme les traumatismes crâniens ou la sclérose en plaques. Exactement. D'accord. La VR ouvre des perspectives incroyables pour la rééducation neurologique. Mais son champ d'application, il ne se limite pas à ce domaine. Oui. Elle est également très utile en orthopédie, en gériatrie et même pour les personnes souffrant de troubles de l'équilibre ou de limitations de mobilité. On voit que la VR s'attaque à des problématiques très variées. Oui. Mais concrètement, comment ça se passe? Yeah. Comment est-ce qu'on utilise la VR pour soigner le corps et l'esprit?
Prenons l'exemple de la rééducation musculo-squelettique. Ouais. On peut imaginer un patient qui doit faire des exercices pour renforcer ses muscles du bras après une fracture. Avec la VR, au lieu de soulever des poids de façon répétitive, il peut participer à un jeu de tir virtuel où il doit viser des cibles. Ah ouais. Le mouvement est le même, mais l'expérience est beaucoup plus stimulante et engageante. C'est vraiment malin d'utiliser le jeu pour faire travailler le corps. Oui. Et pour la rééducation neurologique, comment ça se passe? L'un des grands atouts de la VR, c'est sa capacité à stimuler la plasticité cérébrale. Pour faire simple, la plasticité cérébrale, c'est la capacité du cerveau à se modifier et à s'adapter en fonction des expériences vécues. D'accord. La VR, en proposant des environnements stimulants et des défis adaptés, permet d'activer cette plasticité et de favoriser la récupération des fonctions motrices chez les patients atteints de troubles neurologiques. C'est vraiment fascinant. On voit que la VR repousse les limites de la rééducation traditionnelle. Mais du coup, pour la rééducation de l'équilibre, comment la VR peut-elle être utile? Imaginez un patient qui a des difficultés à se tenir debout après une opération du genou. En VR, on peut le placer dans un environnement virtuel qui simule une plateforme instable. D'accord. Il devra alors utiliser ses muscles et son sens de l'équilibre pour se stabiliser. Oui. C'est un exercice très efficace, mais qui serait trop risqué à réaliser dans la réalité. La VR permet de s'entraîner en toute sécurité. C'est vraiment incroyable. On a parlé du physique, mais la VR s'applique aussi au mental, n'est-ce pas? Tout à fait. On commence à utiliser la VR pour traiter des troubles anxieux, des phobies et même des addictions. D'accord. Par exemple, pour traiter la peur des araignées, on peut immerger le patient dans un environnement virtuel où il sera confronté progressivement à des araignées virtuelles. C'est ce qu'on appelle la thérapie par exposition en réalité virtuelle, c'est ça? Exactement. C'est une approche très efficace qui permet au patient de se désensibiliser progressivement à sa peur dans un environnement contrôlé et sécurisé. Oui. Et pour la rééducation cognitive, on peut proposer des jeux VR qui stimulent la mémoire, l'attention et les fonctions exécutives. On a l'impression que la VR, c'est un peu le couteau suisse de la santé. Ouais. Mais comment expliquer son efficacité? Qu'est-ce qui se cache derrière ce succès thérapeutique? L'un des éléments clés, c'est l'immersion. En plongeant le patient dans un monde virtuel captivant, on détourne son attention de la thérapie elle-même. Oui. Et on diminue la perception de la douleur. D'accord. Et puis, il y a le feedback en temps réel. Les systèmes VR fournissent un retour visuel, auditif et parfois même tactile qui permet au patient de corriger ses mouvements immédiatement. C'est vrai que l'aspect ludique de la VR aide à oublier qu'on est en train de faire des exercices de rééducation. Oui. Et est-ce que la VR permet aussi de personnaliser les traitements et de suivre les progrès des patients? Absolument. On peut adapter la difficulté des exercices en fonction des capacités du patient. Et la VR permet un suivi très précis des performances. D'accord. Le kinésithérapeute dispose ainsi de données objectives pour évaluer les progrès et ajuster les traitements en conséquence. Bon, on a vu beaucoup d'aspects positifs de la VR, Oui. mais il y a forcément des sceptiques. Oui, Comment peut-on les rassurer sur l'efficacité de cette technologie? c'est normal d'être sceptique face à une technologie aussi nouvelle. Oui, c'est sûr. Mais les preuves scientifiques s'accumulent. D'accord. De plus en plus d'études valident l'efficacité de la VR en rééducation, avec des résultats concrets et des données chiffrées qui montrent que la VR peut améliorer significativement la récupération des patients. C'est rassurant. Mais au-delà des chiffres, qu'est-ce qui différencie vraiment la VR des autres méthodes de rééducation? Je dirais que c'est son pouvoir immersif qui agit à plusieurs niveaux. On l'a dit, l'aspect ludique de la VR rend la rééducation plus agréable et plus motivante pour le patient. Oui. Mais l'immersion, elle va au-delà du simple divertissement. Elle permet de créer une véritable expérience sensorielle qui stimule le cerveau et le corps d'une manière inédite. C'est passionnant. On voit que la VR, c'est bien plus qu'une simple technologie. C'est une nouvelle façon d'appréhender la santé et le bien-être. Exactement. La VR nous invite à repenser les frontières entre le réel et le virtuel et à explorer de nouvelles possibilités thérapeutiques qui étaient inimaginables il y a encore quelques années. On a beaucoup parlé des avantages de la VR, mais on imagine qu'il y a aussi des défis à relever. Bien sûr. Quels sont les obstacles à surmonter pour que la VR se généralise dans le domaine de la santé? Bien sûr, il y a des défis à relever. Le coût de l'équipement, la formation des professionnels de santé, l'acceptation par les patients. Oui. Ce sont des obstacles importants. Mais je suis convaincue, la VR a le potentiel de transformer la santé. Et que ces obstacles seront progressivement surmontés grâce au progrès technologique et à l'évolution des mentalités.
C'est une vision optimiste et qui fait plaisir à entendre. On a exploré de nombreux aspects de la VR en kinésithérapie et on voit que ça va bien au-delà de la simple rééducation physique. Oui. La VR s'attaque au mental, aux émotions, au cerveau et ouvre des perspectives incroyables pour le futur de la santé. C'est une aventure extraordinaire qui ne fait que commencer Fult. Alors, prêt pour la suite de l'exploration Tess? Absolument. J'ai hâte de plonger encore plus profondément dans cet univers fascinant. Parfait. On se retrouve tout de suite après une courte pause pour découvrir de nouvelles facettes de la VR en kinésithérapie. Super. On a beaucoup parlé de l'immersion comme facteur clé du succès de la VR en kinésithérapie, mais qu'est-ce qui rend cette immersion si puissante, au-delà de l'aspect ludique? Oui, et c'est vrai qu'on a évoqué l'idée que la VR permet de s'évader de la réalité, mais comment ça se traduit concrètement dans le cerveau du patient? En fait, la VR a un impact profond sur notre perception de la réalité. Quand on est immergé dans un monde virtuel, notre cerveau, il est bombardé de stimuli visuels, auditifs et parfois même tactiles qui créent une illusion de présence. On a vraiment l'impression d'être transporté dans un autre lieu, un autre temps, une autre réalité. C'est fascinant. Du coup, le cerveau ne fait plus la différence entre le réel et le virtuel. Pas tout à fait. D'accord. Il y a une partie de notre cerveau qui sait que c'est une simulation, mais une autre partie plus primitive, plus émotionnelle, se laisse prendre au jeu. Et c'est cette partie du cerveau qui est importante pour la thérapie. Je comprends mieux. En fait, la VR permet d'accéder à des zones du cerveau qui sont difficiles à atteindre avec les méthodes traditionnelles. Exactement. Et c'est ce qui explique l'efficacité de la VR pour traiter des troubles comme la douleur chronique, l'anxiété, les phobies, les addictions. La VR, elle permet de court-circuiter les mécanismes de défense du cerveau conscient. Et d'accéder à l'inconscient, là où se cachent les traumatismes, les blocages, les peurs. C'est un peu comme une thérapie de choc, mais en douceur. Oui, c'est de bonne image. Ouais. La VR permet de confronter le patient à ses peurs, à ses limites, dans un environnement sécurisé et contrôlé. Par exemple, pour une personne qui a peur de prendre l'ascenseur, on peut créer une simulation VR d'un trajet en ascenseur. D'accord. Le patient va vivre l'expérience de l'ascenseur virtuellement et petit à petit, il va se désensibiliser à sa peur. Et cette désensibilisation virtuelle a un impact sur la vie réelle. Ah oui, absolument. Le cerveau, en s'habituant à la situation stressante dans le monde virtuel, va transférer cet apprentissage dans le monde réel. C'est ce qu'on appelle la généralisation. C'est incroyable. On a l'impression que la VR, c'est un peu une baguette magique qui permet de reprogrammer le cerveau. Ce n'est pas magique, mais c'est une technologie qui exploite les mécanismes naturels du cerveau, notamment la plasticité cérébrale dont on a parlé tout à l'heure. Tout à fait. On a vu que la VR était très prometteuse pour la rééducation, mais on peut imaginer d'autres applications dans des domaines comme la prévention, le bien-être, les relations sociales. Oui, la VR a un potentiel énorme dans de nombreux domaines. Par exemple, on peut imaginer des programmes VR pour sensibiliser les gens aux risques d'accidents domestiques, aux dangers de la route, aux gestes de premier secours. Ce serait une façon ludique et interactive d'apprendre les bons réflexes. Oui. Et pour le bien-être, qu'est-ce qu'on peut faire avec la VR? Imaginez-vous en train de méditer sur une plage paradisiaque, au sommet d'une montagne ou au cœur d'une forêt luxuriante. Tout ça grâce à la VR. La VR peut créer des expériences relaxantes et immersives qui aident à réduire le stress, l'anxiété et à améliorer le sommeil. C'est un peu comme des vacances virtuelles. Oui, c'est ça. Et pour les relations sociales, comment la VR peut-elle être utile là? La VR peut permettre de créer des espaces de rencontres virtuels, où les gens peuvent interagir, jouer, collaborer, même s'ils sont physiquement éloignés. Oui. C'est particulièrement intéressant pour les personnes âgées isolées, les personnes handicapées qui ont du mal à se déplacer, ou les personnes qui vivent à l'étranger. C'est une façon de lutter contre la solitude et de créer du lien social, même à distance. Oui. On voit que le VR, c'est bien plus qu'un simple outil thérapeutique. C'est une technologie qui a le potentiel de transformer nos vies à tous les niveaux. C'est une révolution qui est en marche et qui ne fait que commencer. C'est vrai, on a l'impression d'être à l'aube d'une nouvelle ère où la technologie va jouer un rôle de plus en plus important dans nos vies, et notamment dans le domaine de la santé. Et cette technologie, il est important de la développer de manière responsable, éthique et humaine. C'est à nous de décider quel futur nous voulons construire avec la VR. Tout à fait. On a exploré les applications de la VR, ses bénéfices, son potentiel, mais il est important de ne pas oublier les questions éthiques et les risques potentiels liés à cette technologie. Exactement. La VR, comme toute technologie puissante, peut être utilisée à bon ou à mauvais escient. Il est important d'en avoir conscience et de réfléchir aux implications de son utilisation. Alors, prêt à plonger dans les zones d'ombre de la VR? Absolument.
Il est important de ne pas éluder les aspects plus critiques de cette technologie pour mieux la comprendre et la maîtriser. Parfait. On se retrouve tout de suite après une courte pause pour explorer les dangers potentiels de la VR et les questions éthiques qu'elle soulève. On a vu que la VR pouvait être un outil extraordinaire pour soigner et apprendre à se connecter aux autres, mais comme toute technologie puissante, elle présente aussi des risques. Justement, on voulait aborder les aspects moins lumineux de la VR. On parle beaucoup de la dépendance aux jeux vidéo. Est-ce qu'on risque de voir apparaître une dépendance à la VR? Une envie irrésistible de se réfugier dans ces mondes virtuels au détriment de la vie réelle? C'est une question légitime. La VR est une technologie immersive captivante qui procure du plaisir, une sensation d'évasion de liberté. Et comme toute activité qui procure du plaisir, elle peut potentiellement devenir addictive chez certaines personnes. On imagine le scénario catastrophe, des gens qui passent des heures et des heures dans la VR, qui négligent leur travail, leur famille, leurs amis, leur santé. C'est un risque à prendre au sérieux. Il est important de sensibiliser les utilisateurs aux dangers potentiels de la VR, de les encourager à l'utiliser avec modération et de mettre en place des garde-fous pour prévenir les dérives. Par exemple, limiter le temps d'utilisation, s'assurer de faire des pauses régulières, privilégier des expériences VR qui encouragent l'interaction sociale, plutôt que l'isolement. Exactement. Il est aussi important de rappeler que la VR ne doit pas se substituer à la vie réelle, mais plutôt l'enrichir, la compléter. On a parlé de la dépendance, mais il y a aussi la question de la manipulation. Est-ce que la VR peut être utilisée pour influencer nos pensées, nos émotions, nos comportements à notre insu? C'est une question très sensible. Et la réponse est oui, la VR peut potentiellement être utilisée à des fins de manipulation. La VR agit sur nos sens, nos émotions, notre cerveau. Et si cet outil tombe entre de mauvaises mains, il peut être utilisé pour nous faire croire des choses qui ne sont pas vraies, pour nous faire ressentir des émotions artificielles, pour nous pousser à agir d'une certaine manière. On imagine des scénarios dignes de la science-fiction, des publicités immersives qui nous hypnotisent des fausses informations, qui nous manipulent des jeux VR qui modifient notre personnalité. Il faut rester vigilant et développer un esprit critique face à la VR. Ne pas croire tout ce qu'on voit et ressent dans un monde virtuel. Se rappeler que la réalité, c'est ce qui se passe en dehors du casque VR. On a parlé de la dépendance, de la manipulation, mais il y a aussi la question de la sécurité. Est-ce que la VR peut avoir des effets secondaires néfastes sur notre santé physique ou mentale? Là encore, prudence. La VR sollicite nos sens, notre cerveau, notre corps. Une utilisation excessive ou inappropriée peut entraîner des effets secondaires indésirables comme des nausées, des maux de tête, de la fatigue visuelle, de l'anxiété, des troubles du sommeil. On imagine des casques VR qui provoquent des migraines, des jeux VR, qui déclenchent des crises d'épilepsie, des mondes virtuels, qui nous rendent claustrophobes. Il ne faut pas céder à la panique, mais il est important de respecter les consignes d'utilisation, de faire des pauses régulières et de consulter un médecin en cas de doute. En plus des risques pour la santé, il y a aussi des questions éthiques à prendre en compte. Par exemple, qui a accès à nos données personnelles collectées en VR. Comment garantir que ces données ne soient pas utilisées à des fins commerciales ou malveillantes? Excellente question. La VR collecte beaucoup de données sur nous, nos mouvements, nos réactions, nos émotions, nos préférences. Il est crucial de veiller à ce que ces données soient protégées, utilisées uniquement avec notre consentement et qu'elles ne tombent pas entre de mauvaises mains. On imagine des entreprises qui utilisent nos données VR pour nous profiler, pour nous cibler avec des publicités personnalisées, pour nous manipuler à des fins commerciales. C'est un risque réel. Il est important de se renseigner sur les politiques de confidentialité des applications VR, de choisir des applications qui respectent notre vie privée et d'exiger une meilleure protection de nos données personnelles. On a parlé de données personnelles, mais la VR pourrait-elle nous faire perdre le sens de la réalité? Nous faire confondre le virtuel et le réel, nous faire oublier qui nous sommes nés? Voilà une question philosophique passionnante. La VR nous permet d'incarner des personnages différents, de vivre des expériences extraordinaires. Il est vrai que cette immersion peut parfois nous faire oublier la réalité, nous faire douter de notre identité. On imagine des gens qui s'identifient tellement à leur avatar VR qu'ils oublient leur propre existence des mondes virtuels qui deviennent plus réels que le monde réel. C'est une réflexion importante à avoir. La VR est un outil puissant. Il faut l'utiliser avec sagesse. Il faut se rappeler que la VR, c'est une expérience, une aventure, mais pas la réalité. La réalité, c'est ce qui se passe en dehors du casque VR, c'est ce qui nous connecte aux autres, c'est ce qui donne du sens à notre vie. Merci pour ces mises en garde. On a exploré les zones d'ombre de la VR, ses dangers potentiels, les questions éthiques qu'elle soulève. C'est un sujet complexe qui suscite des craintes, des interrogations, mais aussi beaucoup d'espoir. Tout à fait. La VR est une technologie puissante qui peut être utilisée à bon ou à mauvais escient. C'est à nous de décider comment nous voulons l'utiliser et comment nous voulons construire son avenir. En conclusion, la VR est une technologie fascinante, pleine de promesses pour la santé, le bien-être et l'éducation, les relations sociales. Mais comme toute technologie, elle présente des risques et des défis.
Il est important de les connaître, de les prendre en compte afin de développer la VR de manière responsable et éthique. Je suis entièrement d'accord. L'avenir de la VR est entre nos mains, à nous de faire en sorte qu'elle soit utilisée pour le bien de l'humanité. C'est sur cette note d'espoir qu'on termine notre exploration de la réalité virtuelle. Merci de nous avoir accompagnés dans cette plongée fascinante. On espère que ce deep dive vous a donné envie d'en savoir plus sur la VR et sur son potentiel extraordinaire. À bientôt pour une nouvelle aventure. Au revoir et à bientôt.